Bonjour à toutes et bienvenue à la série de webinaires de la Fondation Filles d'Action. Je m'appelle Myriam Zaidi et je suis la coordonnatrice aux communications pour la Fondation Filles d'Action. On a la chance d'avoir l'équipe des programmes locaux de Filles d'Action avec nous aujourd'hui. Dans quelques minutes, je vais leur passer la parole. Si vous ne pouvez pas m'entendre, s'il vous plaît, écrire un message dans la fenêtre de questions et réponses Q&A. Donc, voilà. Pour celles d'entre vous qui reviennent, ça fait plaisir de vous revoir. Pour celles qui assistent pour la première fois à notre série de webinaires, je vais présenter brièvement la Fondation Filles d'Action avant de passer la parole à notre équipe. Donc, brièvement, la Fondation Filles d'Action est un organisme sans but lucratif qui travaille pour renforcer le pouvoir d'agir des filles. Nous sommes basés à Montréal où nous mettons en œuvre des programmes locaux pour les filles et nous travaillons avec quelques 250 partenaires à travers le pays qui mettent en œuvre leurs propres programmes. Nous offrons également des formations en leadership. Nous organisons des événements de réseautage et de manière générale, nous travaillons pour connecter des filles et des jeunes femmes. En termes d'impact, au niveau national, nous rejoignons environ 60 000 filles et jeunes femmes situées dans des communautés éloignées, incluant le Nord et des communautés favorisées et urbaines. Karima Kadmiri et Andréane Briand-Poirier de Filles d'Action sont nos présentatrices pour cette série. Juste avant de vous les présenter, j'aimerais voir avec vous les aspects interactifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir plusieurs fenêtres sur votre écran avec des informations qui vont changer au cours de la présentation. Sur le côté droit de votre écran, vous verrez une fenêtre appelée Q&A. C'est là que vous pouvez poser des questions et interagir avec Karima et Andréane, moi-même et les autres participants. Si vous avez une question ou un commentaire pendant la présentation, tapez dans la fenêtre Q&A, appuyez sur Enter et il sera enregistré. Par défaut, la question ou le commentaire sera visible par tout le monde. Si vous préférez soumettre votre question en privé, cliquez sur la flèche du bas, en bas de la fenêtre Q&A et sélectionnez mon nom, Myriam Zaidi, au lieu de All Participants et je serai alors la seule à voir la question. Si ces fenêtres n'apparaissent pas, vous pouvez vous référer à la barre en haut de votre écran et cliquer sur Participants, Chat et Q&A afin qu'elle apparaisse. Après la présentation de Karima et Andréane, nous commencerons les questions et réponses pour répondre à toutes vos questions. J'aurai noté toutes les questions que vous avez posées. Je voulais aussi vous informer que le webinaire aujourd'hui est enregistré, ainsi que les questions. Il sera posté en ligne. Je vous enverrai le lien vers l'enregistrement dans les prochains jours. Mais juste avant de leur passer la parole, on va faire un petit sondage de 2-3 minutes. Donc, ça va être juste une question et vous pouvez répondre sur votre écran. Donc, vous allez voir les questions. Vous avez 3 minutes pour répondre. Bon, ça va être tout le temps pour le sondage. Merci beaucoup pour votre question. Comme je vous ai dit, on va en poser une autre à la fin de la présentation. Maintenant que tous les aspects techniques et le sondage ont été expliqués et faits,
j'aimerais vous présenter nos présentatrices. Notre première présentatrice aujourd'hui, c'est Karima Kadmiri. Karima, elle a rejoint l'équipe de Filles d'Action en 2007. Elle est diplômée en sciences sociales, en sociologie, intervention en milieu multiethnique et en administration sociale de l'Université de Montréal. Elle a de nombreuses années d'expérience de travail auprès des filles et des femmes, particulièrement celles issues de l'immigration. Immigrante elle-même au Québec depuis plus de 20 ans, soutenir les filles et les femmes immigrantes à faire face aux défis spécifiques à l'immigration lui tient à cœur. Karima a également travaillé au niveau de l'intégration professionnelle des jeunes adultes de 16 à 30 ans dans le cadre de projets de réinsertion en emploi et s'est impliquée dans divers conseils d'administration, notamment dans des organismes et institutions dédiés aux jeunes. Karima est maman d'une petite fille de 2 ans et demi et s'apprête à quitter à nouveau l'équipe de Filles d'Action pour quelques mois afin d'accueillir un nouveau membre dans la famille en décembre prochain. Notre deuxième présentatrice, Andréane Briand-Poirier, est une fille dynamique et engagée à fond dans ce qu'elle entreprend. C'est d'ailleurs lors d'une expérience de bénévolat qu'elle a d'abord connu Filles d'Action en 2010. Elle a complété un baccalauréat en travail social à l'UQAM et fait son stage en action collective parce qu'elle croit fermement qu'ensemble, nous pouvons créer un changement social. Elle croit qu'il est nécessaire d'agir pour des enjeux comme l'environnement, la justice sociale et l'éveil des jeunes à la société dans laquelle ils vivent et au pouvoir d'agir qu'ils détiennent. Andréane s'intéresse particulièrement aux réalités des communautés culturelles à Montréal et à travers le monde. Après avoir travaillé comme animatrice de camps de vacances et de camps de jour pendant 8 étés, l'animation est devenue une de ses passions. Elle aime beaucoup les voyages, les activités de plein air, le kayak, la rivière et les films d'animation. Bref, on peut dire que c'est une fille d'action. Maintenant, je vais vous passer Karima, notre première présentatrice. Donc, juste patienter quelques instants pendant que je vous la passe. Alors bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. Donc, depuis près de 20 ans, Filles d'Action travaille à soutenir le pouvoir d'agir des filles au Canada et nos objectifs demeurent les mêmes. On veut mieux comprendre les défis majeurs auxquels font face les filles. On veut mieux comprendre les conséquences sur leur bien-être, les impacts sur leur avenir et surtout comment ensemble, à travers le pays, on peut se mobiliser et agir pour les soutenir à faire face à ces défis. Donc, ce webinaire est basé sur l'expérience et les pratiques concrètes de Filles d'Action dans le cadre de ces programmes pour filles, mais aussi sur 2 publications que vous voyez à l'écran qui ont été produites par Filles d'Action. La première, Au-delà des apparences, est une compilation de recherches sur les principaux enjeux qui touchent les filles au Canada. Elle a été développée en 2013 pour la Journée internationale des femmes avec le soutien de Conditions féminines Canada. C'est de cette publication-là que seront extraites les données que je vais vous présenter en première partie du webinaire. La deuxième partie du webinaire qui sera présentée par Andréane est basée sur le manuel Résonance. C'est une boîte à outils qui peut être utilisée par toute personne qui voudrait créer un espace et un programme spécifique aux filles dans sa communauté. Donc, c'est un manuel qui a été développé sur 3 années avec l'appui et l'expertise de différents organismes qui travaillent avec des filles au pays. Et ces 2 publications-là sont disponibles sur le site de Filles d'Action dans la section ressources fillesdaction.ca. Donc, dans Au-delà des apparences, il y a beaucoup de contenu et j'ai malheureusement pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre le temps d'y jeter un coup d'œil et si vous voulez aussi l'utiliser comme une ressource pour parler des différents défis vécus par les filles. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce qui nous a marqué suite à cette recherche et les apprentissages importants que nous avons faits. Donc, en général, les filles au Canada font face à des problématiques majeures
au niveau de la violence, la santé mentale, la santé sexuelle et la consommation, et l'éducation et les possibilités d'emploi. Au niveau de la violence dite quotidienne, près de la moitié des filles de secondaire 4, donc 10e année dans un milieu anglophone, ont vécu du harcèlement sexuel et ce, majoritairement dans un contexte scolaire. On entend beaucoup parler de cyberintimidation, mais il faut savoir que seulement, en tout cas, 7% des filles en subissent. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler et pourquoi est-ce qu'on n'agit pas plus face au harcèlement sexuel alors que la moitié des filles en vit à différents niveaux? Malheureusement, le harcèlement sexuel n'est pas toujours reconnu comme étant de la violence et peut même être dans certains cas facilement banalisé, surtout quand on y associe des comportements qui sont dits soi-disant normaux et typiquement masculins. Un autre point de vue au niveau de la violence qui nous a marqué est le fait qu'une femme autochtone disparue ou assassinée sur 5 à 18 ans et moins. On entend surtout parler de femmes, mais là, c'est clairement, on doit parler aussi de filles. Au niveau de la santé mentale, de tous les groupes d'âge, nous avons réalisé que les filles et les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont celles qui sont le plus à risque de vivre des problématiques au niveau de la santé mentale. Donc là, on parle de pensées suicidaires, de dépression, de troubles alimentaires, etc. Malgré le fait que le taux de suicide chez les garçons est toujours plus élevé que chez les filles, on a appris aussi que le taux de suicide chez les filles est en augmentation depuis les 30 dernières années, alors qu'il est en diminution chez les garçons. Nous avons aussi été troublés d'apprendre que 20% des adolescentes en Colombie-Britannique s'automutilent. La baisse de l'estime de soi, la confiance en soi des filles, l'anxiété, la dépression, ce sont des défis qui peuvent expliquer ces données-là. Et en plus, ça illustre la tendance des filles à généralement intérioriser leurs difficultés, à garder leurs problèmes pour elles et souvent se blâmer pour ce qu'elles vivent. Donc, pour nous, c'est une des raisons importantes pour laquelle les programmes pour filles sont si importants. Ils visent à créer des espaces dans lesquels les filles peuvent s'exprimer, se rendre compte que d'autres filles peuvent faire face aux mêmes défis qu'elles, à réduire l'isolement. En fait, leur permettre de voir que les défis qu'elles vivent sont dans un contexte social et non pas individuel, donc ce n'est pas de leur faute. Ce que nous avons appris au niveau de la santé physique, c'est que d'une part, contrairement à la croyance populaire, l'âge de la première relation sexuelle n'a pas diminué. Donc, il est toujours autour de 16 ans, tant pour les filles que pour les garçons. Par contre, le taux d'ITSS, donc les infections transmises sexuellement et par le sang, est en augmentation. Ce qui veut dire que les filles ne se protègent pas comme elles le devraient, et même dans certains cas, elles vivent des pressions pour avoir des relations non protégées. 30% des filles de secondaire 3 et 4, actives sexuellement, disent utiliser une méthode de retrait ou aucune forme de contraception. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la surconsommation d'alcool est une problématique qui est en hausse chez les filles. Au niveau de l'éducation et de l'emploi, il est reconnu que les filles réussissent plutôt bien à l'école, elles entrent à l'université en plus grand nombre que les garçons. Par contre, l'école n'est pas perçue comme étant un espace sécuritaire pour un quart des filles de secondaire 4, ce qui est énorme. Et 2, je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant que l'écart salarial est encore défavorable aux jeunes femmes, et ce, même quand ces dernières ont un niveau d'éducation supérieur. Troisièmement, malgré le fait que les garçons décrochent de l'école en plus grand nombre que les filles qui décrochent vivent des conséquences qui sont beaucoup plus lourdes. Par exemple, elles sont plus à risque de vivre de façon précaire par la suite et même de jamais intégrer le marché du travail, alors que les garçons qui décrochent réussissent à avoir des emplois par la suite et vivre avec un salaire moyen décent. Alors, on s'est demandé, où est-ce qu'on en est? Donc, les avancées au niveau de l'éducation des filles et les opportunités d'accès à de nouvelles carrières représentent un grand succès. Mais on est encore loin de l'égalité. En raison de leur genre, les filles font encore face à de nombreux obstacles qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Les filles vivent beaucoup de stress dans leur vie de tous les jours. Elles subissent des pressions de tous bords, tous côtés. On leur demande de tenir un rôle social à la fois traditionnel et moderne. Et cette demande-là vient tant de la part des pères, de la famille que de la société en général. Elles vivent des défis multiples au niveau du genre, mais aussi de la discrimination et des différences au niveau du pouvoir. Au-delà des apparences, on a voulu aborder cette réalité en nous penchant sur la complexité des vies des filles autochtones, racisées, nouvelles arrivantes ou encore qui vivent dans un milieu rural.
C'est une section que j'aborderai pas en détail, mais que vous pouvez lire dans la ressource au-delà des apparences. Ce qui ressort de la recherche, c'est que les filles qui sont en plus marginalisées courent de grands risques à différents niveaux. Par exemple, les jeunes LGBTQ sont surreprésentés dans la population des jeunes sans-abri. Les jeunes autochtones sont surreprésentés dans les centres de détention juvénile. Les filles en surpoids ont plus de risques de faire une dépression. Les filles racisées ont plus de risques de vivre de la discrimination. Les filles issues de milieux ruraux ou de communautés défavorisées ont plus de risques de faire une tentative de suicide, et j'en passe. Toutes ces formes d'oppression affectent grandement la vie des filles. Et les programmes qu'on crée et qu'on anime doivent soutenir les filles et les jeunes en général à accepter les différences et à développer leur esprit critique au niveau du pouvoir et des privilèges. Toutes les statistiques que je vous ai présentées précédemment sont réelles, mais par contre, et c'est la réflexion qu'on a à FIDAction, on ne veut pas alimenter un sentiment de panique autour des filles, comme ça a été un peu le cas autour du thème de l'hypersexualisation. Sur ce sujet-là, on a malheureusement souvent donné trop de valeur à l'habillement des filles au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire être capable d'avoir une image globale de tout ce qui peut avoir un impact négatif sur la vie des filles. Donc, pour nous, comprendre cette image globale est essentiel pour être en mesure de faire une différence dans la vie des filles. Donc, tous les enjeux qu'on a abordés, que ce soit la violence, la santé mentale, la santé sexuelle, la consommation, l'éducation, les possibilités d'emploi, etc., en fait, tous ces enjeux-là sont interreliés. Et c'est cette dynamique-là entre ces enjeux-là qui peut nous permettre d'avoir une image globale et de mieux comprendre les défis et les réalités des filles. Par exemple, si une fille vit certaines formes de violence, ça va affecter sa santé mentale et son bien-être émotionnel. À l'inverse aussi, si une fille a peu d'estime de soi, elle a plus de risques de subir de la violence, de consommer différentes substances et de ne pas prendre soin de sa santé en général. Pour terminer cette partie du webinaire, je voudrais partager avec vous un des principes qui guident notre travail au quotidien à FIDAction et dont Andréane en parlera plus en détail par la suite, les forces des filles. Les filles sont en mesure de faire des choix pour elles-mêmes, de parler de ce qui est important pour elles et de passer à l'action dans leur communauté. Et je rajouterai aussi que celles qui ont vécu de la marginalisation sont souvent celles qui transforment cette expérience en force. Alors, je laisse maintenant la parole à Andréane. Elle va partager avec vous son expérience de travail avec les filles et l'application sur le terrain de l'approche de FIDAction. Merci. Alors, bonjour. Donc, pour ma partie, on va parler un peu plus de la partie pratique, comment mettre en œuvre des programmes pour filles qui ont de l'impact. Je tiens à dire d'abord qu'il n'y a pas de solution magique. Des programmes pour filles, donc ça s'élabore, ça se réfléchit. Puis, FIDAction a mis sur pied une approche, une façon de faire spécifique qui utilise certaines approches spécifiques dont je vais vous parler maintenant. Donc, une première étape que j'utilise pour mettre en place des programmes, c'est d'abord de se demander c'est quoi nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à travers ces programmes-là? Qu'est-ce qu'on veut stimuler ou soutenir à travers nos programmes, nos ateliers, nos discussions, nos interventions? Donc, c'est la question qu'on se pose, c'est le pourquoi on fait ces programmes-là. La réponse passe par le développement sain des filles et jeunes femmes avec lesquelles on travaille. Par exemple, ça implique le développement des habiletés communicationnelles, le développement de l'estime de soi, de la confiance en soi, le développement d'un sentiment d'appartenance à leur communauté ou au groupe, ou les deux, le développement du leadership, le développement de la pensée critique. Donc, c'est tous des aspects qui contribuent à la réussite d'un programme. Pour ce qui est de l'approche de FIDAction, ça regroupe plusieurs stratégies, plusieurs approches qui permettent de construire des programmes selon une certaine façon.
Pour filles d'action, donc le quoi, le pourquoi on fait ça, la théorie un peu, si on veut, qui nous donne une assise solide pour construire ces programmes-là. À Filles d'action, ça passe tout d'abord par l'éducation populaire. Donc, brièvement, l'éducation populaire ou critique, c'est un modèle éducatif qui part de l'expérience personnelle pour ouvrir la voie à l'action collective. Donc, au lieu de se baser sur le modèle d'éducation hiérarchique traditionnel, où les experts donnent un contenu aux élèves, si on veut, l'éducation populaire est fondée sur l'idée que chaque personne est une experte et que de sa propre vie et que l'apprentissage n'est pas un processus qui va du haut vers le bas. Donc, c'est un peu renverser la vapeur, si on veut. Donc, pour nous, le fait de concevoir des programmes qui reposent sur l'expérience des filles permet à ces dernières de reconnaître qu'elles sont importantes en tant que personnes, ce qui stimule aussi l'estime de soi, la confiance en soi dont on parlait tantôt. Et de comprendre, ça permet aussi aux filles de comprendre qu'ensemble, on peut arriver à quelque chose, puis on peut avoir un impact sur notre réalité. Ensuite, on travaille aussi avec l'analyse féministe intégrée. Donc, dans le fond, c'est de reconnaître que les filles qui participent à nos programmes proviennent de contextes diversifiés. Par exemple, les communautés ethnoculturelles peuvent différer selon les filles, le statut socio-économique, les aptitudes en général, que ce soit physique, mentale ou en général communicationnelle. La sexualité, l'identité de genre, la religion, la culture, le statut d'immigrante ou de réfugié, etc. Donc, c'est très, très varié. Et c'est important de reconnaître et de prendre en considération les identités diverses des filles. Donc, par exemple, si on prend la situation d'une fille immigrante ou d'une fille lesbienne, queer, bref, c'est important de prendre en considération tous ces facteurs-là dans la vie des filles. Donc, en fait, on met ces idées-là en œuvre en travaillant dans la perspective de l'analyse féministe intégrée, ce qui fait qu'on s'efforce de comprendre les structures de pouvoir et les enjeux systémiques et les effets de ces facteurs-là sur la vie des filles. Donc, c'est de prendre en conscience tout le système en place, les systèmes en place, en fait, qui ont un impact sur la vie des filles. Donc, les politiques, les pratiques ont des impacts sur différents groupes de filles selon le pouvoir qu'elles détiennent ou ne détiennent pas. Donc, en reconnaissant les effets des systèmes et des relations de pouvoir sur les filles, selon leurs contextes sociaux et leurs histoires variées, ce que Filles d'action fait, en fait, c'est de travailler à renforcer le pouvoir d'agir des filles dans le respect de leur diversité. Donc, voilà pour l'analyse féministe intégrée. Pour l'anti-oppression, on appelle ça aussi animer au-delà des différences. Donc, c'est de prendre conscience que, en tant qu'animatrice, on a une vision du monde qui est forgée par notre socialisation, par notre histoire personnelle et ou professionnelle à nous, et que ça peut avoir un impact sur notre façon d'animer et sur notre relation avec les filles, qui peut aussi devenir une relation de pouvoir. Donc, c'est de poser un regard critique et analytique sur notre situation personnelle comme animatrice, comme sur celle des filles avec qui on travaille. Donc, c'est particulièrement important dans la mesure où, en tant qu'animatrice, nos privilèges, notre expérience de l'oppression forge notre regard sur le monde et forge aussi le regard que les autres portent sur nous. Donc, si notre position sociale forge notre vision, ça importe aussi de reconnaître que... Donc, excusez, je suis en train de m'ajuster pour le son. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que si notre position sociale forge notre vision, ça implique que ce processus-là existe pour les filles aussi et que c'est important d'en tenir compte. Pour créer un espace sécurisant anti-oppression, donc, selon l'approche de l'anti-oppression, c'est important pour les animatrices de comprendre leur propre identité, mais aussi celle des filles. Donc, pour créer un espace sécurisant, il faut avoir cette réflexion-là avant, pendant et après le programme pour être capable d'amener une réflexion en continu qui permet de s'ajuster en cours de route. Par exemple,
disons qu'on parle de la fête de Noël, ne mentionner que la fête de Noël comme si c'était la fête de tout le monde dans le groupe. Ça peut être une sorte de pression pour les filles, alors que certaines ne fêtent pas Noël ou fêtent une autre fête à ce moment-là. Voilà. Une façon proactive de décourager la discrimination qui pourrait survenir dans le groupe, donc une certaine forme de pression entre les filles elles-mêmes, c'est de créer une entente de groupe. Donc, une entente de groupe, c'est quoi? C'est une façon pour les filles de s'approprier le groupe, de dire, nous, dans notre groupe, on veut que certaines règles soient en place, pas nécessairement celles de l'école, pas nécessairement celles de la communauté, celles de la famille, mais celles du groupe. Et ça permet de s'approprier le groupe et de créer un espace sécuritaire où les filles se sentent à l'aise de s'exprimer, de parler, d'être elles-mêmes et de aussi verbaliser si elles vivent une oppression. Donc voilà. Le prochain point, c'est les forces des filles avant tout. Karima en a parlé un peu tantôt. Donc, c'est la vision selon laquelle les filles, au lieu d'être définies comme bénéficiaires passives, sont perçues comme des agents de changement social. Donc, c'est une perspective positive qui permet de construire des programmes où on met l'accent sur les atouts, les capacités, les réalités et les expériences des filles. Donc, dans le fond, c'est que tout en reconnaissant que les filles se heurtent à des obstacles structurels comme le racisme, la pauvreté, l'homophobie, la discrimination fondée sur diverses réalités. Donc, tout en reconnaissant tous ces obstacles-là, l'approche de voir les forces des filles avant tout, ça repose sur leurs forces, puis ça suscite la réflexion sociale, politique, économique dans une perspective critique. Si on passe au dernier point, qui est l'espace sécuritaire que j'ai abordé brièvement pendant l'anti-oppression, c'est vraiment un point de base, je dirais, dans les programmes. C'est comme la première étape à faire, à essayer de créer quand on fait un programme. Donc, c'est pas seulement l'espace physique qui doit être accessible et confortable, bien sûr, mais c'est aussi l'espace ambiant. Donc, l'ambiance, faut que ça soit accueillant pour les filles. Donc, un espace sécuritaire, c'est un espace pour s'exprimer, se faire de nouvelles amies, partager, se confier, apprendre. C'est un espace pour les filles pour qu'elles soient elles-mêmes, pour qu'elles puissent s'ouvrir aux autres, mais c'est aussi un espace où les filles peuvent se fâcher, s'indigner, avoir des conflits des fois, puis où elles se sentent pas opprimées d'exprimer leur opinion, puis où c'est facile, ou en tout cas possible, d'avoir du support pour résoudre ces conflits-là avec le support des animatrices. Un petit truc pour rendre l'espace sécuritaire accueillant et invitant. On peut le décorer, c'est l'approprier. C'est important de manger aussi dans cet espace-là. Manger, c'est souvent associé à la sécurité, donc ça peut être un truc facile pour créer un espace sécuritaire. Donc voilà pour l'approche. On parlait d'éducation populaire tantôt. C'est vraiment la base de l'approche de filles d'action pour la création de programmes pour filles. On va passer au travers de l'éducation populaire en pratique à travers chaque étape. Donc, en général, l'éducation populaire, sur quoi ça se base? Bien, le plus important, c'est de s'assurer que le programme soit développé autour des filles, de leur expérience, de leurs intérêts, de leurs besoins. Donc, comme on disait tantôt, c'est de partir de la base c'est un peu une perspective de bas en haut, contrairement au modèle traditionnel qui est de haut en bas. Donc, c'est aussi que revient le devoir un peu, si on veut, de nommer les enjeux qui les préoccupent, de déterminer les activités qu'elles veulent réaliser parce qu'elles sont expertes de leur propre vie, comme on disait tantôt. Donc, le rôle d'animatrice là-dedans, c'est de permettre aux filles de s'occuper du contenu et de s'occuper du contenant. En fond, les filles déterminent le contenu, de quoi on veut parler, puis l'animatrice détermine le contenant. Bien, comment on va le faire? Ça va être quoi notre approche pour cette activité-là, ce thème-là? C'est vraiment important dans cette approche-là d'être flexible et polyvalente. Donc, il faut vraiment travailler en fonction du groupe, de ses besoins, de ses intérêts, puis de s'ajuster tout le temps. Le modèle d'éducation populaire, c'est pas un modèle statique, c'est très, très dynamique, en fait. Et puis, on peut revenir d'une étape à l'autre à tout bout de champ. Parfois, c'est nécessaire même pour
le bon déroulement de l'activité, du projet, bref, pour que l'approche soit réalisée jusqu'au bout. Donc, la première étape de l'éducation populaire, c'est de partir de l'expérience et des connaissances des participantes. Donc, comment on peut faire ça concrètement dans un groupe? Moi, souvent, ce que je fais, c'est commencer par la création d'un espace sécuritaire. Je trouve que c'est l'étape 1, là, avant tout, on commence par créer un espace sécuritaire, comme je disais tantôt, avec la création d'une entente de groupe, en mangeant, en décorant l'espace, en se l'appropriant, bref, pour que les filles se sentent à l'aise et en sécurité, autant physiquement que dans l'ambiance, dans le groupe. Donc, cette étape-là, dans le fond, c'est de partir de l'expérience des filles, de leur connaissance en faisant des activités pour apprendre à se connaître. Donc, une fois que les filles sont dans le groupe, se sentent à l'aise de discuter, on discute un peu sur qui vous êtes. Est-ce que vous m'entendez? OK, on m'a dit que vous ne m'entendez pas. Donc, si vous pouviez mettre un commentaire dans la section Q&A ou dans le chat, si jamais vous ne m'entendez pas, comme ça, je vais pouvoir m'ajuster sur le moment. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer sur ça. Donc, nous parlions de l'étape 1 de l'éducation populaire. Donc, ce que je disais, en fait, c'est qu'une fois que l'espace sécuritaire est construit, ça nous permet d'avoir des discussions pour apprendre à se connaître, pour construire un peu sur ce que les filles, sur les intérêts des filles, les besoins des filles, les connaissances des filles. Donc, c'est la base, c'est le point A, c'est notre début. Par exemple, si les filles, ne serait-ce qu'une question banale comme qu'est-ce que vous aimez faire comme sport ou avez-vous des frères et sœurs, n'importe quelle question peut amener à un sujet récurrent chez les filles. Ça peut être la discrimination, ça peut être, par exemple, si on parle de discrimination dans les sports, c'est souvent un espace uniquement pour les garçons ou principalement pour les garçons. Donc, ne serait-ce qu'une question banal comme est-ce que vous faites du sport peut amener à une prise de conscience collective que c'est difficile d'accéder à des groupes de sport ou que c'est pas facile ou que les gars veulent pas qu'on participe. Bref, vous comprenez le genre. Donc, c'est l'étape 1 de l'éducation populaire, c'est ça, c'est de prendre conscience des expériences des participantes, de leurs connaissances, de leurs intérêts et de leurs besoins. L'étape 2 de l'éducation populaire, c'est de cerner les expériences récurrentes. Donc, une fois qu'on a appris à se connaître un peu, qu'on connaît ce que les filles vivent comme réalité, comme défi aussi, à partir de cette discussion-là, on peut amener des thèmes, faire ressortir les thèmes récurrents, en fait. Donc, par exemple, si plusieurs filles ont parlé qu'elles ne sortaient pas le soir parce que quand il fait noir, elles ont peur de sortir dans la rue, ça peut être un thème intéressant à aborder avec les filles. Puis dire, OK, puis creuser un peu plus la question, en fait. C'est comme une occasion d'explorer les questions que les filles ont abordées sans nécessairement, que les filles ont abordées sans nécessairement avoir le but de creuser plus profondément, mais là, c'est l'occasion de le faire pour essayer de creuser la question puis de les faire réfléchir sur cette question-là. Voilà. Ensuite, dans l'étape 3 de l'éducation populaire, c'est là qu'on entre en jeu en tant qu'animatrice parce que c'est le moment d'ajouter des nouvelles données, des notions théoriques. Donc, comment on peut faire ça? Ça peut être autant en cherchant de l'information nous-mêmes, qu'en invitant des conférencières, par exemple, des invités qui peuvent aborder des sujets, par exemple, si vous ne vous sentez pas à l'aise de parler de discrimination ou de santé sexuelle, mais ça peut être une bonne idée d'inviter une conférencière. Une fois que l'espace sécuritaire est créé, c'est plus facile d'inviter quelqu'un pour parler d'un sujet où vous n'êtes pas nécessairement à l'aise ou où la personne est plus informée que vous. Voilà. Donc, dans le fond, c'est d'apporter de l'information
selon les questionnements, les besoins nommés par le groupe. Donc, toujours la perspective de travailler selon les besoins et les intérêts du groupe, qui est fondamentale dans l'éducation populaire. Donc, pour aider les filles à réfléchir, c'est important de poser des questions pour essayer de trouver l'origine des situations qu'elles vivent et comment elles sont reliées au sujet abordé. Donc, c'est vraiment la base de cette étape-là, c'est de poser des questions. C'est l'occasion parfaite de faire réfléchir les filles sur les réalités qu'elles vivent et de stimuler leur esprit critique. L'idée, en fait, c'est d'introduire de l'information nouvelle pour répondre à leur curiosité et à leurs besoins, mais c'est toujours dans la perspective de bas en haut. L'idée, c'est pas de leur enseigner de nouvelles connaissances que vous pensez qu'elles devraient apprendre. C'est toujours de partir de la base. Pour l'étape numéro 4, donc élaborer une stratégie et un plan d'action. C'est là que ça se corse. C'est là que ça devient intéressant, en fait. Donc, cette étape-là, ça permet de partir de situations difficiles, de défis que vivent les filles, et de transformer ça en occasion d'agir ensemble, en occasion de faire un projet, tout le monde ensemble, de prendre pouvoir sur cette situation-là qui nous dérange, puis de créer un projet qui va stimuler, comme on a dit tantôt, l'estime de soi, la confiance en soi, qui va travailler la pensée critique, les habiletés de communication et qui éventuellement va soutenir le développement du leadership et du pouvoir d'agir. Donc, c'est là que tout le processus d'éducation populaire prend son sens parce que c'est là qu'on se dit, OK, on a trouvé, on a appris à se connaître, on a trouvé un thème ou une chose qui fonctionnait pas pour nous, qui nous dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le moment où on devient, où les filles se rendent compte qu'elles peuvent devenir des citoyennes engagées. C'est vraiment intéressant. Donc, selon ce qui a été partagé, appris avec le groupe, on a remarqué donc des thèmes qui ne fonctionnent pas. C'est l'occasion d'agir. Il faut élaborer un plan et passer à l'action. Donc, c'est important de réfléchir avec le groupe. Souvent, on a des idées, on va faire une manifestation, on va faire des grandes actions. Ça peut être aussi des petites actions qui vont plus toucher le quotidien des filles, qui vont plus toucher leur imaginaire, qui vont rester avec elles plus longtemps et qui vont toucher même leur famille. Donc, on a souvent l'idée d'aller dans le macro, là, la société, les grandes activités et les grandes actions. On peut aussi aller dans le micro et le méso, donc la famille, la communauté, l'entourage immédiat des filles. Ça a aussi un impact important dans la vie des filles que les grandes actions. Donc, parmi les moyens d'action possibles, on peut je vais en parler plus dans l'étape 5, mais en tout cas, il y a plein d'exemples qu'on peut faire qui sont vraiment intéressants à faire avec les filles. L'important à l'étape numéro 4, c'est de réfléchir avec le groupe, d'élaborer une stratégie, un plan d'action en groupe. Donc, finalement, l'étape 5, mettre en pratique ce qui a été appris et passer à l'action. Donc, c'est l'occasion pour les filles de mettre en œuvre le projet auquel elles ont réfléchi. Donc, on a réfléchi longtemps. L'étape 1, on apprend à se connaître. L'étape 2, on réfléchit à ce qui ne va pas. L'étape 3, on réfléchit avec des connaissances nouvelles. Et l'étape 5, on réfléchit à un projet. Mais là, c'est le temps d'agir, c'est le temps de mettre en œuvre ce projet-là auquel on a tant réfléchi. Donc, parmi les exemples dont je parlais, ça peut être une campagne de lettres, organiser un atelier à donner à d'autres filles, des amis, impliquer les amis des filles, fabriquer un zine, parler à des amis. Bref, ça peut être des grandes ou des petites actions. C'est selon le groupe, c'est selon la motivation des filles. Bref, ça dépend. Et ça peut être aussi petit que de décider de se créer un code de vie en groupe pour l'école, mettons. Et ça peut être aussi grand que d'organiser un événement à la grandeur de la communauté avec les familles, les amis, l'école. Bref, c'est selon le groupe, mais c'est important que ce processus-là d'action, d'éducation populaire se termine par un retour à la communauté, par une action. Donc voilà, c'est l'occasion pour les filles de devenir leaders dans leur propre communauté, de partager leurs projets pour intervenir sur une situation qui leur déplaisait. Finalement, j'ai pas de diapositive pour ça, mais je voulais prendre un petit moment pour parler de l'évaluation.
l'évaluation, c'est un élément quand même assez clé dans nos programmes parce que si on veut travailler avec l'éducation populaire, il faut absolument prendre le pouls des filles avant, pendant et après le projet. Donc, l'évaluation, c'est souvent vu comme un truc plate à la fin qui prend du temps puis qui sert à rien. À FEEDAction, on aime croire que l'évaluation, c'est plus que ça, que ça peut être créatif, intéressant, et ce, autant pour les animatrices que pour les filles. Donc, dans toute activité, c'est important d'effectuer un retour à la fin de l'activité pour vérifier comment ça a été reçu. Donc, ça peut être autant une petite activité à chaque atelier que tout le projet qui a pris 8 semaines, par exemple. C'est important d'évaluer à chaque étape du projet pour voir si on s'enligne dans la bonne direction, pour voir si les filles sont toujours engagées dans ce projet-là, pour voir si, bref, on s'en va à la bonne place. Donc, une discussion de groupe, ça s'impose toujours pour valider les apprentissages qui ont été faits pendant l'activité. Un modèle intéressant d'évaluation qui n'est pas propre à FEEDAction, mais qu'on utilise, c'est tête, cœur, main. Donc, la tête, c'est, bon, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je trouve important là-dedans, dans l'activité ou dans le projet. Le cœur, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait ressentir cette activité-là, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai pas aimé, pourquoi c'est important pour moi ou pas. Donc, ça, c'est le cœur. Et ensuite, les mains. Donc, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux mettre en place ce que j'ai appris, c'est quoi les prochaines étapes. Bref, c'est quoi mes buts avec cette activité-là. Donc, voilà. Une autre chose aussi qu'on utilise beaucoup à FEEDAction, on appelle ça la boîte à suggestions. C'est une façon facile pour les filles de venir nous faire des petits commentaires sur les activités. Donc, à chaque atelier, on a une boîte avec du papier et des crayons. Puis les filles sont pas obligées donc de venir nous dire clairement j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Ils peuvent l'écrire, nous faire des suggestions, des commentaires ou poser des questions dans la boîte à suggestions. Puis je vous suggère aussi d'aller voir des idées d'évaluation créative. Il y en a plein sur le web. Nous aussi, on en a des évaluations créatives. Donc, évaluer, c'est pas nécessairement répondre à des questions dans un sondage sur papier. Ça peut être aussi utiliser le corps et l'espace pour évaluer. Donc, se placer dans différentes positions, dans différentes places de la salle pour dire si on a aimé ou pas l'activité. Bref, il y a vraiment plusieurs façons d'évaluer et c'est important. Ça nous permet de continuellement améliorer nos programmes et, bref, de rester connectés aux intérêts, aux besoins des filles, toujours en lien avec l'éducation populaire. Donc, voilà pour ma partie plus pratique. J'espère que ça vous a été pertinent, utile. Et puis, juste avant de passer à la période de questions, on a une autre petite question de sondage qu'on voudrait vous soumettre. Donc, on va avoir 3 minutes pour y répondre. Alors, voilà, je laisse répondre à la question de sondage.
Donc, merci beaucoup à celles qui ont répondu au sondage. On va passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la section Q&A. Ça va me permettre de voir les questions que vous voudriez me poser et puis d'y répondre à travers le micro. Donc, je vois déjà qu'il y a une question qui a été posée. Donc, concrètement, sur le terrain, comment intervenez-vous sur les enjeux abordés en première partie? C'est une très bonne question. En fait, donc les enjeux, je vais faire un petit rappel sur les enjeux abordés en première partie. C'était la violence, la santé mentale, la santé sexuelle et communication et l'éducation et l'accès à l'emploi. Donc, c'est des enjeux qui traversent tous les groupes de filles avec lesquels on travaille. Concrètement, la violence, je pense que notre façon d'intervenir, bon, d'ailleurs, commençons par le fait qu'il n'y a pas qu'une sorte de violence. Il y a beaucoup de violence entre filles, mais il y a aussi de la violence systémique, de la violence sexiste, de la violence de discrimination. Donc, toutes ces formes de violence-là sont présentes à différents niveaux dans les groupes avec lesquels on travaille. Et donc, on doit intervenir de façon adaptée pour chaque groupe parce que chaque groupe ne le vit pas de la même façon. Un exemple que j'ai qui me vient en tête, c'est la création de l'espace sécuritaire. C'est une façon facile pour nous d'intervenir sur la violence entre filles, par exemple. La violence entre filles qui peut inclure du racisme, de la discrimination, des insultes, bref, c'est très large. L'espace sécuritaire et l'entente de groupe nous permettent d'agir sur cette violence-là très concrètement parce que c'est facile après d'avoir créé l'entente de groupe, d'intervenir puis de dire te rappelles-tu, dans l'entente de groupe, on avait dit que le respect c'est important pour nous dans le groupe, mais en ce moment, je trouve que tu ne respectes pas cette autre fille. J'aimerais que, bref, que tu respectes ce qu'on a dit dans l'entente de groupe. Tout ça, c'est une façon beaucoup de travailler sur les aptitudes de communication des filles, les aptitudes sociales aussi, donc comment être en groupe, comment être en société. Donc ça, c'est une façon, je ne passerai pas sur toutes les sortes de violences qu'on peut rencontrer dans les groupes de filles, mais c'est une façon qu'on a d'intervenir, par exemple, sur la violence entre filles dans les groupes, qui peut être très présente parfois. Pour la santé mentale, on parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi dans les groupes de filles. Une façon qu'on a d'aborder ces sujets-là, c'est beaucoup par les arts médiatiques à Filles d'Action. Par exemple, on peut faire un projet sur l'image reçue par les filles des médias. Donc, par exemple, elles vont faire un collage sur l'image qu'elles perçoivent dans les magazines. Donc, la belle grande blonde et mince avec la police qui est belle, donc qui est perçue comme belle. C'est le standard que les médias envoient sur la beauté, sur l'image des filles et des femmes. Et puis ensuite, elles peuvent faire un collage sur ce qu'elles aimeraient recevoir comme message. Par exemple, une fille qui joue au soccer, une fille qui conduit une voiture, une fille qui travaille comme ingénieur. Bref, des images diversifiées qu'on ne voit vraiment pas souvent dans les médias, qui sont beaucoup moins véhiculées que les images qu'on connaît toutes et qui sont très stéréotypées. Donc, c'est une façon qu'on a d'intervenir sur la santé mentale et c'est très accessible pour les filles parce que souvent, elles sont beaucoup orientées vers les arts. Fait que c'est une façon intéressante et facile pour elles de travailler là-dessus. Si je pense à l'éducation, on fait des journées des métiers à Filles d'Action. Et puis, c'est dans le fond une occasion pour les filles de rencontrer des femmes qui agissent comme mentors pendant cette occasion-là et qui vont leur parler de leur métier, de leur travail, pourquoi elles ont choisi ce métier-là, qu'est-ce qu'elles aiment dans leur métier, quel parcours scolaire elles ont dû faire pour en arriver là. Donc, ça, c'est un échange très intéressant pour les filles parce que ça leur permet de voir des jeunes femmes, souvent des femmes et des jeunes femmes qui ont réussi. Bon, après, on peut définir c'est quoi la réussite, là, mais qui ont un travail et qui l'aiment, qui sont passionnés,
On a eu des femmes qui étaient maquilleuses, des femmes qui étaient plombières, des femmes qui étaient profs, qui étaient danseuses, qui étaient chanteuses, qui étaient ingénieurs. Bref, on essaie d'avoir la plus grande variété de modèles féminins pour les filles parce que il y a autant de travail que de filles et puis que de personnalités. Donc, c'est le fun pour les filles d'avoir cette référence-là par la suite quand elles sont à l'école. Ça peut être un moyen pour elles de stimuler leur attachement à l'école. Dans une de nos écoles aussi, c'est intéressant parce qu'on a eu il y a une de nos partenaires qui a créé une journée des métiers pour les garçons. Fait que c'est le fun, on avait comme le ballon entre les filles et les garçons. Donc voilà pour cette question-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions? On va attendre. OK. Ben, sur ce, je vais passer la parole à Myriam pour la fin du webinaire. Donc, merci à toutes. Bonne journée. Bon, c'est la fin du temps réservé pour ce webinaire. Je remercie tout le monde pour votre participation. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, notre site web a un centre de ressources avec toutes nos publications en ligne, dont celle que Karima a mentionnée au début de sa présentation. Pour celles qui aimeraient partager ce webinaire avec d'autres, la présentation complète et les questions seront disponibles en ligne dans les prochains jours. Je vous enverrai un lien pour y accéder. On aimerait également vous demander un petit retour sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, quand vous quitterez ce webinaire, une fenêtre apparaîtra avec un sondage très court. Nous vous serions très reconnaissants si vous le remplissiez. C'est un moyen pour nous d'améliorer l'expérience du webinaire pour les futurs participants. Vous pouvez aussi avoir plus de renseignements sur notre série de webinaires en allant sur notre site internet www.fedaction.ca, en aimant notre page Facebook ou en nous suivant sur Twitter @commercial_girlsaction. Je vous invite également à me contacter si vous avez des questions sur ce webinaire ou notre série de webinaires. Myriam@girlsactionfoundation.ca. Donc, encore, on vous remercie de votre participation et d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne journée.